Gaka, il y a aussi les défis qui sont liés un peu à notre culture. Généralement, on nous a appris à ne pas nous exprimer. Oui. On nous a appris à rester silencieuses. On nous a appris, quand on est dans des réunions, vous constaterez, moi en tout cas, c'est des constats qui m'arrivent souvent, de voir que les femmes ont très, très peu confiance en elles. Elles ont peur de prendre la parole, alors que c'est très important de pouvoir partager son point de vue. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de On se dit tout où nous abordons des sujets essentiels pour faire progresser la société guinéenne et bien sûr africaine et au-delà. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une femme inspirante et influente, Ramatoulaye Camara, chef de cabinet du ministère du Travail et de la Fonction publique, épouse, mère, femme de rigueur et d'engagement. Elle se consacre pleinement au service public et incarne une voix forte pour les droits des femmes. Ensemble, nous explorerons les stéréotypes, les défis culturels et les moyens de promouvoir les compétences féminines pour qu'elles soient pleinement reconnues et encouragées. Rama. Bonjour Gaka. Ça va? Bien, et toi? Je suis tellement contente de t'avoir ici. Tu devais faire partie de mes premiers invités, mais je sais que tu es très occupée. En tout cas, merci de te joindre à moi pour cette conversation qui promet d'être riche et inspirante. Merci Gaka, ça me fait plaisir d'être ici. Et tu es toute belle. Comme toi. Comme d'habitude. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Rama, nous allons parler de ton parcours. D'accord. Qui est Rama? Parle-nous de ton parcours éducatif et professionnel. D'accord, merci Gaka, mais avant de commencer à parler de moi, je voulais d'abord te féliciter pour tout ce que tu fais dans le domaine de l'éducation, de la promotion et de l'épanouissement des femmes et de la jeune fille. Et sur le plan du développement de la culture en Guinée, c'est vraiment des actions qu'on salue et qu'on apprécie tous. Alors, moi, je suis le fruit de l'école guinéenne. Je suis née et grandie à Conakry avec des parents intellectuels. Je viens d'une grande famille avec beaucoup d'enfants, disons 9 enfants. Par contre, j'ai grandi entre des garçons, mes sœurs sont toutes à l'extérieur. J'aime bien en parler parce que souvent on aime dire que j'ai un caractère d'homme. Donc j'ai grandi entre des garçons et j'ai fait mon cursus scolaire ici. Et ensuite, j'ai obtenu mon master en droit des affaires à l'université Kofi Annan de Guinée. Et j'ai eu l'opportunité d'aller poursuivre mes études au Canada, précisément à l'université de Moncton. Et j'ai fait un diplôme d'études supérieures en common law, parce que c'est la première université au Canada qui enseigne le droit en français. Et à la suite de mes études au Canada, j'ai décidé de rentrer en Guinée, où j'ai commencé à exercer dans le domaine des banques et assurances, précisément dans le domaine à l'ANALA Assurance en tant que conseillère juridique et responsable des ressources humaines. Alors nous avons démarré avec l'ANARA. Il fallait mettre tout en place, il fallait s'assurer du respect du cadre juridique et puis ça partait du recrutement jusqu'à la gestion des travailleurs, les contrats de travail, la paye et tout ça. Et également, je faisais du recouvrement, je m'occupais de la partie recouvrement. Comme c'est une nouvelle entreprise, il fallait on mutualisait les efforts. Et c'est à la suite de cette expérience que j'ai eu l'opportunité de servir pour la première fois au sein de l'administration publique guinéenne, au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, à compter de janvier 2019. Alors, j'aime bien en parler, le ministère de la Jeunesse, c'est un ministère, pour moi, c'est mon ministère de cœur. C'est là où j'ai tout appris, parce que je venais du secteur privé et je basculais dans le public. Et je vous avoue que ça a été une expérience décisive pour moi. Et c'est là que j'ai appris comment l'administration publique fonctionnait. Et grâce à mes collaborateurs d'alors,
mon intégration s'est faite très facilement. Mais avec déjà les compétences que j'avais en tant que juriste et aussi en matière de gestion des ressources humaines, pour qui sait le rôle et les missions du chef de cabinet, c'était très facile pour moi de m'intégrer et de prendre complètement mon poste en main. Donc, comme vous le savez, le ministère de la Jeunesse, je sais que tu connais bien ce département. C'est d'ailleurs là que j'ai fait ta connaissance pour la première fois et je garde de très bons souvenirs. Comme on sait tous, GACA est très engagé dans tout ce qui est promotion de la jeunesse. Et ce ministère est complètement dédié à cela, à la promotion de la jeunesse et à leur épanouissement. Et aussi favoriser un écosystème qui leur permet d'être autonomes, d'accéder à des emplois ou même de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, à la suite de cette expérience, j'ai encore eu l'opportunité de servir au ministère des droits et de l'autonomisation des femmes, un autre ministère très important à mon avis. Je suis très heureuse de ce parcours-là car j'ai les cibles avec la jeunesse et avec les femmes. Comme vous le savez, dans les pays d'Afrique surtout, les femmes et les jeunes constituent vraiment un capital humain très fort. On évalue un peu la population guinéenne de moins de 25 ans à 60%. Les femmes, environ 51, elles sont aujourd'hui 51 en tout cas, le taux de femmes dans notre population est évalué aujourd'hui à environ 51%. Donc c'est un capital humain très fort qu'on ne peut pas négliger. Qu'on ne peut pas négliger. Alors je suis restée au ministère de la jeunesse, des droits et de l'autonomisation des femmes jusqu'en décembre. Alors, il y a eu le 5 septembre, ensuite il y a eu la nouvelle structure gouvernementale et le ministère a changé d'intitulé. Mais j'étais encore là en tant que chef de cabinet, bien que j'avais assuré l'intérim pendant la période où le gouvernement avait été dissous. Et donc, en décembre 2021, j'ai encore eu l'opportunité de continuer à servir en tant que chef de cabinet du ministère du Travail et de la fonction publique. Un ministère hautement stratégique parce que nous traitons des questions de travail, de la gestion également des agents de l'État et du domaine de la protection sociale. Je suis également membre du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale et je suis aussi quelqu'un de très engagé. Donc, je préside depuis, je pense, 2020 le conseil d'administration du mérite international de la jeunesse, bien que je suis très peu active actuellement en raison de toutes les responsabilités que j'ai. Voilà, brièvement, ce que je peux dire. Et tu as été vraiment brève, parce que tu as fait beaucoup de choses quand même. Et donc, Rama, parle-nous du changement de quand du public, du privé au public. Qu'est-ce qui t'a motivé à laisser une bonne position dans le privé pour aller dans le public? Et surtout, le public, c'était l'inconnu pour toi, parce que tu as quitté du privé pour aller dans un poste de responsabilité. Tu es arrivé directement chef de cabinet. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette transition? Je crois que c'est cette envie d'avoir un impact sur notre environnement, dans notre communauté. Je t'avoue, Gaka, que c'est parti d'un hasard, c'est parti d'une opportunité. Comme quoi, moi je retiens une chose, on se vend nous-mêmes. Quand je dis on se vend, je ne parle pas du physique, je parle de nos compétences, de nos aptitudes. Et c'est parti d'une opportunité que j'ai saisie lors d'une conversation que j'ai eue à l'époque avec le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, à qui je faisais des propositions sur ce qu'on pouvait faire en faveur de la jeunesse et tout ça. Et il a semblé très intéressé par mon profil. C'est de là que tout est parti, parce que j'étais convaincue qu'on pouvait faire plus. Bien que des actions étaient menées en faveur des jeunes, je voulais apporter il y a toujours plus à faire. Voilà, mon grain de sel, en tout cas, à ce qui était déjà en train d'être fait. C'est ce qui m'a littéralement motivée. Et tu as travaillé vraiment dans des ministères clés, je dirais, parce que jeunesse, la population guinéenne est majoritairement jeune. Le ministère de l'autonomisation de la femme, qui est surtout lorsqu'on parle de l'économie informelle, on sait ce que les femmes apportent à l'économie de ce pays. Et aujourd'hui, le travail et la fonction publique. Là aussi, on parle des cadres, des futurs cadres et des fonctionnaires de l'État. Quel défi as-tu rencontré en tant que femme
occupant un poste de haut niveau, parce que quand même le poste de chef de cabinet, c'est le noyau, c'est ce qui tient, si tu veux, tous ces différentes divisions au sein du ministère. Donc, quel défi as-tu rencontré en tant que femme dans ce poste et à ces différents ministères? Je ne sais pas si ça part du sens de la responsabilité, mais déjà, le défi principal que je rencontre dans mes fonctions, c'est cette envie de se surpasser. Je garde toujours à l'esprit que nous sommes une population de combien de millions d'habitants et que quand nous, les femmes qui avons l'opportunité, vous savez déjà les difficultés et les freins auxquels les femmes sont confrontées pour accéder à des postes de responsabilité, quand on arrive à ces postes de responsabilité, on fait souvent face à des préjugés comme quoi la femme n'est pas compétente, elle est là parce qu'un tel ou un tel l'aurait recommandé. Alors, il faut s'imposer une certaine rigueur pour démontrer que les femmes sont capables d'assumer certaines fonctions et sont capables de faire des résultats. Alors, cet état de fait, je l'ai toujours gardé dans ma tête. Je me suis toujours imposé. Je me suis dit, Rama, je veux être irréprochable sur le plan de mon travail. Parce que généralement, les femmes, on a tendance à penser que les femmes produisent moins que les hommes, alors que ce n'est pas forcément vrai. On travaille plus que les hommes pour avoir moins de reconnaissance, malheureusement. Exactement. Et tu as dit quelque chose qui est super important. Tu dois être irréprochable. Pourquoi la femme doit être irréprochable dans ses positions? Parce que j'ai eu ici l'ancienne, je veux dire la seule femme même ministre de l'économie et de finances, Malado Kaba, qui répète, c'est-à-dire il y avait une certaine exigence qu'elle s'imposait à elle-même parce qu'elle était une femme dans un monde masculin. Là aussi, tu parles d'être irréprochable, tu parles de travailler doublement parce que tu es une femme. Effectivement. Alors, Gaka, moi, je vais te parler d'une expérience qui reste encore quelque chose qui m'a beaucoup marqué durant ma carrière. J'étais dans une réunion, mais je ne te dis pas, une réunion très stratégique, où on m'a fait une remarque. Madame, vous n'agissez pas comme une femme. Ça veut dire quoi? Je n'ai même pas compris. Oui. C'est-à-dire? On m'a dit, Madame, vous n'agissez pas comme une femme. Et j'étais choquée, parce que de toute ma vie, c'était la première fois, et dans un milieu professionnel qu'on me fasse une telle remarque. Alors, ça a été mon cas, à un niveau chef de cabinet. Imaginez-vous pour celles qui sont encore à des niveaux... en tout cas, je pense qu'à tous les niveaux, on est confronté à ces défis-là. Alors, comme j'ai dit, Gaka, c'est simple. On pense toujours que la femme... Qu'est-ce que tu as répondu d'abord à ça? tu sais, non, c'est alors, très important. C'est très bon, c'est une très bonne question. La réponse a été simple. Je ne suis pas là en tant que femme. Je suis là en train d'exercer une fonction bien définie. Je suis chef de cabinet et j'exerce en tant que chef de cabinet, pas en tant que femme ou en tant qu'homme. Je n'ai pas hésité à le dire. Pour ceux qui me connaissent, Gaka, je crois qu'il n'y a pas de mal tant qu'on est convaincu que ce que nous faisons est juste. Il ne faut pas hésiter à porter notre voix. C'est souvent le défi et souvent c'est souvent la raison pour laquelle que la cause et la situation des femmes n'évoluent pas. Parce que généralement, nous restons très souvent silencieuses et nous sommes très passives. On ne sait pas nous exprimer quand il faut. Il y a des moments, ces moments-là, il faut profiter de ces moments pour passer le message pour toutes les femmes qui n'ont pas l'occasion, qui n'ont pas parfois cette possibilité-là d'exprimer leur ressenti. Gaka, moi je suis mère de 3 filles et d'un garçon. Je peux te dire que mon garçon chez moi, je le relais plus au deuxième plan parce que j'ai envie qu'il sache que sa position de garçon, je dis ça, bon, c'est un peu, c'est pas forcément, je veux dire qu'il n'a pas un privilège d'être le garçon. Exactement. Ils sont tous au même niveau et je m'évertue parce que si on veut un changement de paradigme, ça commence chez nous. Et ça commence d'abord à la maison. Il faut qu'on éduque nos garçons, nos enfants, à ce qu'ils comprennent que de leur position de garçon ne font pas d'eux des êtres supérieurs aux filles. Alors mes filles, elles ont le droit de s'exprimer autant que mon fils. Et ils sont tous au même pied d'égalité. Mais tu as dit quelque chose d'important.
lorsque tu as répondu, tu n'as pas répondu juste pour toi, tu as répondu pour toutes les femmes qui se retrouveraient dans la même situation. Mais tu es civilisée. C'est pour ça que quand je dis aux gens que tout le monde n'est pas fait pour l'administration, je n'ai pas le tempérament, parce que moi, ça aurait été toute une autre réponse. Mais dans des moments comme ça, il faut savoir aussi garder et gérer ses émotions. Parce que ce qu'on dit souvent, oh, c'est une femme, elle est émotive. C'est normal qu'elle réagisse. C'est souvent des préjugés qu'on a sur les femmes. Elles sont émotives, elles sont irrationnelles, alors que non. Et voilà, justement. La preuve, on tient nos maisons. Exactement. La femme, elle travaille triplement plus que l'homme. Absolument. Et donc, en Guinée, comme dans bien d'autres sociétés, on trouve que les stéréotypes sont profondément ancrés et ils affectent particulièrement les femmes qui aspirent à des rôles de leadership. Donc, avant d'explorer même les moyens de surmonter ces défis et d'encourager des changements positifs, dis-moi, toi, dans ton expérience personnelle, est-ce que tu as eu des gens qui ont essayé de te décourager de ces positions de leadership? On dit, ah, Ramanon, tu sais, tu es une femme, ça c'est des trucs compliqués, tu es mariée, tu as des enfants, comment est-ce que tu vas pouvoir gérer ça? Est-ce que tu as rencontré ces genres de stéréotypes et de préjugés? Yaka, ça arrive fréquemment. Ça arrive fréquemment, mais je pense que tout part aussi de l'éducation qu'on a reçue et de la personnalité qu'on se forge. Avec le temps, naturellement, je suis quelqu'un de très têtu. Je ne m'avoue vaincue que quand j'ai essayé, que je n'ai pas réussi. Je ne suis pas le genre de personne à qui on dit « Rama, tu n'es pas capable ». Si vous voulez que Rama, elle soit vraiment à l'attaque, il faut lui dire qu'elle ne peut pas le faire. Donc oui, on est très souvent confronté à des remarques comme ça, à savoir non, tu ne peux pas le faire, tu es une femme, tu as telle ou telle responsabilité. Mais je crois que c'est très réducteur. Il faut partir d'un simple principe. Si on est la moitié de la population, comment vous voulez qu'un pays se développe avec 50% de sa population? C'est comme si tu c'est seulement les hommes avec un bras attaché. Voilà. Si c'est seulement les hommes qui doivent tenir... voilà, on ne dit pas, je suis musulmane, on ne dit pas que nous sommes égaux aux hommes, mais je suis pour le principe que l'égalité d'accès aux opportunités. Nous avons droit aux mêmes opportunités que les hommes. Et quand on parle d'égalité des droits, et c'est ça qui est important, parce que ils aiment toujours rendre le débat tellement basique. Ah oui, moi je suis une femme, toi tu es un homme. On peut pas faire les mêmes choses. C'est bien vrai. J'ai eu le général Camille dans l'émission. Il me dit donc si je te boxe. Il dit si tu me boxes, je te boxe. Je peux te boxer comme on est égaux. Je dis non, tu ne peux pas me boxer parce qu'on n'a pas la même force. Et il dit, mais voilà, on n'est pas la même. Je dis oui, mais quand on parle d'égalité, on parle de droit. Normalement, toi, en tant que femme, nous, en tant que femmes, nous devons pouvoir avoir accès à toutes les opportunités, à compétences égales que les hommes. C'est de ça qu'on parle. Les filles doivent avoir le droit d'aller à l'école, comme les petits garçons. Donc, c'est très bien de faire la distinction. Tu as fait, ça fait quand même plusieurs années que tu es dans le milieu public, à la fonction publique, et tu as toujours occupé ces postes de leadership. Est-ce que tu as vu, et franchement quand même, là, on voit beaucoup de femmes chefs de cabinet. On en voit quand même, on est en train de voir un peu plus de femmes dans des postes de responsabilité, mais je trouve que c'est encore très, 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 très faible. Mais bon, est-ce que tu as vu un shift dans les mentalités, justement, par rapport aux stéréotypes en ce qui concerne les femmes dans ces positions? Oui, je crois que les choses évoluent, en toute honnêteté. Il faut le reconnaître, les choses évoluent. Même si je reste sur ma faim, je pense que les femmes doivent être aussi plus responsabilisées. On ne peut pas nous mettre dans une case que pour des postes de soutien, tu vois, et tout. Je pense que le défi reste encore réel. Il y a beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui, honnêtement, j'exerce ma fonction en toute quiétude et vraiment j'assume pleinement ma fonction, mais il serait bien de responsabiliser davantage de femmes parce que nous devons participer à l'amélioration de nos conditions de vie, à la construction de notre édifice commun qui est la Guinée.
Donc je dirais que de plus en plus, il y a effectivement plus de femmes, il y a de nombreuses femmes qui sont chefs de cabinet et ce sont des femmes qui sont compétentes. Absolument. Celles que je connais. Parce que nous, on ne dit pas de nommer les gens juste basé sur le genre. Non, ça, comme on dit en anglais, it defeats the purpose. Ça enlève, c'est comme si, ok, bon, on te donne poste parce que tu es une femme. Non, j'ai le poste parce que je le mérite. Et donc, à la fonction publique, qui est un ministère qui n'est pas facile à gérer, quel stéréotype as-tu personnellement rencontré? Tu nous as déjà raconté l'anecdote de Madame, vous vous comportez comme une femme. Quel autre parce que pourquoi je tiens à ce que tu partages un peu ces expériences personnelles. Par exemple, là maintenant, la femme qui a entendu ta réponse face à cette question saura comment répondre lorsqu'ils seront face à ce genre de situation. Et donc, en partageant ton vécu, ça sert aussi d'exemple et ça montre aux autres femmes comment on peut... Parce que moi, tu me connais, en un quart de tour, je suis partie, mais malheureusement, c'est pas ça, là. Oui. Là. Dans certaines situations, yes, mais... Dans la plupart du temps, c'est pas cela. Donc, lorsqu'on parle des stéréotypes typiques auxquels les femmes dans ta position font face, on parle de quoi? On parle de... je prends un exemple. Elles sont là pour respecter le quota. On les a mises là juste pour que ça paraisse qu'il y a des femmes, ou elles sont là à titre de décoration, ou elles sont là... elles sont émotives, elles ne peuvent pas faire de résultats, elles ne peuvent pas être rigoureuses, elles ne peuvent... Voilà, c'est un peu les stéréotypes auxquels généralement les femmes sont confrontées. Pour mon cas, honnêtement, je pense que au fil du temps, on se forge une réputation et les gens avec lesquels on travaille, ils finissent par se rendre compte qu'on n'est pas là que pour faire joli dans le décor. Je crois qu'on finit par s'imposer par son travail. C'est vrai que ces préjugés-là ont encore la peau très dure, mais ça existe. Et puis, Gaka, il y a aussi les défis qui sont liés un peu à notre culture. Généralement, on nous a appris à ne pas nous exprimer. Oui. On nous a appris à rester silencieuses. On nous a appris, quand on est dans des réunions, vous constaterez, moi en tout cas, c'est des constats qui m'arrivent souvent, de voir que les femmes ont très, très peu confiance en elles. Elles ont peur de prendre la parole, alors que c'est très important de pouvoir partager son point de vue, de pouvoir contribuer aux échanges qui se font dans un cadre professionnel. Cela permet qu'on se rende compte de votre savoir-faire. Donc, pour moi, c'est déjà aussi un grand défi auquel les femmes sont confrontées. C'est un défi d'ordre culturel. J'ai fait le constat à une époque où je me retrouvais pendant des rencontres importantes où généralement les femmes s'exprimaient peu. J'étais très mal à l'aise. Parce que moi, honnêtement, je suis le genre de personne qui pense que c'est important de se propulser les unes les autres. Se tirer vers le haut. Voilà, c'est très important parce que les défis auxquels nous sommes confrontés, si tu vois que les hommes sont plus force de proposition que les femmes, c'est parce qu'ils sont solidaires. Absolument. Et c'est un grand défi aussi. C'est un très manque de solidarité entre femmes. Si on acceptait de mutualiser nos efforts, de se donner la main, je pense que nous serons force de proposition. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, honnêtement, dans notre environnement. Et Gaka, tout de suite, tu vas faire une bonne action. Les gens l'interpréteront mal parce que c'est Gaka qui l'a fait. Exactement. Alors que quand Gaka le fait, pour moi, c'est une fierté en tant que femme. J'ai répondu un jour à quelqu'un de très important qui m'a fait une remarque. Oh Rama, ton problème, c'est que tu es très vue. En toute honnêteté. Et c'est encore des choses qui me marquent. J'aime bien le partager. Et ton problème, c'est que tu es très vue. J'ai répondu à cette personne. Alors, loin de moi toute velléité, toute ambition mal placée, mais je m'impose une certaine violence parce que j'estime que si j'ai eu cette chance-là
parmi toutes les femmes de Guinée, je ne suis pas forcément la meilleure, mais j'ai quand même ces aptitudes qu'il faut. Si j'ai la chance de pouvoir servir et d'avoir une telle responsabilité, je dois montrer l'exemple. Je dois montrer l'exemple pour qu'à l'avenir, plus de femmes puissent saisir cette opportunité-là et que les jeunes filles sachent qu'en travaillant très dur, en acceptant de s'éduquer, en étant sérieuses dans leur école, dans leur éducation, dans leur formation, elles peuvent accéder à des responsabilités. Pour moi, c'est très important qu'on s'inflige cette rigueur-là. Absolument. Et on parle aujourd'hui, le thème c'est stéréotypes et défis culturels, changer les mentalités et promouvoir les compétences féminines et l'accès équitable aux opportunités. Moi, j'ai une petite anecdote pour renchérir ce que tu as dit tout à l'heure. Notre première rencontre, je ne te connaissais pas. On devait aller filmer le mannequin. J'avais besoin d'un ordre de mission du ministère de la Jeunesse parce qu'on partait à l'intérieur du pays. Et je suis arrivée, j'étais frustrée parce que j'avais fait la demande. Et le ministre il avait voyagé. Donc, il m'a dit... Non, il m'a même pas dit, il ne répondait même pas au téléphone. Donc, je suis arrivée... Il était occupé. Il était occupé, c'est vrai. Et donc, je suis arrivée... Et je suis arrivée dans le bureau de la chef de cabinet. Et donc, je t'ai trouvée là. Et je me souviens, et j'ai dit ça à quiconque veut. J'ai dit, c'est la première fois je suis rentrée dans un ministère. J'ai trouvé une femme et mon problème s'est réglé de manière instantanée. Je suis venue, tu m'as dit, ok, tu as besoin de quoi? Je me suis présentée, je dis, besoin. Tu t'es assise, c'est toi-même, tu n'avais pas écrit l'ordre de mission, en tout cas tu as saisi et tu as envoyé, tu leur as dit allez, amenez ça, faites signer, assurez-vous que je pense que c'était le secrétaire, je ne sais pas qui devait signer, que la personne ne soit pas partie parce qu'elle doit voyager demain, parce que c'est vrai, on partait le lendemain à l'intérieur, on n'avait pas d'ordre de mission. Et on a commencé à discuter, c'est là qu'on a parlé de Houston, toi aussi tu connaissais Houston, tu avais même une de tes sœurs qui vivait là-bas. Et j'ai été étonnée parce que c'est la première fois qu'une femme m'aidait. Mais après, je me suis rendu compte, quand j'ai expliqué, je me rappelle, j'ai oublié c'était qui, et la personne m'a dit, elle me dit, mais tu sais, c'est tellement triste pour vous les femmes quand même, parce que là tu te dis, oui, je rencontre une femme qui m'a aidée, alors qu'au finish, elle a fait son job. Effectivement. Et en fait, après je me suis dit, j'ai dit, mais tu sais, ils s'en foutent de faire leur job. Mais c'est ça justement, au finish, elle a fait son job. Elle a été professionnelle. C'est-à-dire qu'elle te connaisse, qu'elle ne te connaisse pas, qu'elle t'aime, qu'elle ne t'aime pas. Elle a été professionnelle. Elle a fait son job. Et moi, ça m'a tellement marqué parce que toutes les fois que je suis partie, j'ai eu affaire face à une femme. Non, les bateaux étaient dans les roues. Et donc, il y a le ministre qui me rappelle après, qui me dit, ah, madame, excusez-moi. Je dis, oh, monsieur le ministre, c'est bon. J'ai mon ordre de mission. Lui-même, il était étonné. Il dit, ah bon? Je dis, ah oui, mais vous avez une chef de cabinet, mais qui est extraordinaire. Je dis, elle m'a géré ça en l'espace de 30 minutes. J'étais assise là-bas. Après, il a dit, oui, c'est vrai. Elle est très efficace. Et franchement, au fil des années, tu es arrivé au ministère de l'autonomisation. Tu m'as fait venir. Tu as insisté. À l'époque, c'était tellement difficile de voir la ministre. Tu as insisté qu'elle me reçoive et on a lancé la campagne Brisons le silence. Tu as insisté qu'elle fasse partie de la campagne. Tu allais même plus loin. C'est toi qui m'as envoyé chez Feu Diane Kabakonde, l'ancienne première dame. Une dame très aimable. Très aimable. Très cultivée et qui nous a tellement bien reçus et qui a porté la campagne. Parce que c'est elle que nous avons eu en premier. Et après, son mari, le président, a suivi. Mais c'est elle qui a donné le ton. Et ça, c'était grâce à toi. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne t'appelle, quel que soit le problème. Ça peut. C'est réciproque. Non, tout aussi disponible. Non, et surtout avec toutes les responsabilités que tu as, tu décroches toujours le téléphone, même c'est pour dire excuse-moi ma grande, ou bien tu envoies un message, je suis en réunion, je te rappelle, tu rappelles toujours. Et donc, non, mais c'est important de le dire, qu'on sache qu'il y a aussi des modèles comme toi. Parce que si on a beaucoup comme toi, on peut y arriver. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Et donc, et parlons même des femmes. As-tu ressenti une certaine résistance de la part de tes collègues féminines qui, des fois aussi, c'est les femmes même qui ne comprennent pas nos ambitions. Ils se disent, oh, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, tu veux trop, tu demandes trop. Est-ce que tu as eu à gérer ce genre de situation? Oui, Yaka, ça arrive souvent. Ça arrive, ce genre de situation. Mais comme je dis,
pour arriver à un certain niveau de responsabilité, avec l'expérience, on apprend à se forger un caractère, on devient résilient face à toutes sortes d'adversités et parfois même à des commentaires qui pourraient nous amener à nous sous-évaluer. Et ça arrive dans beaucoup de cas, mais il faut avoir un objectif. Il faut d'abord croire en soi. C'est-à-dire, on se construit, hein. C'est un processus continu. Donc oui, je suis très souvent, et je sais, parce que je parle également avec beaucoup de femmes qui sont à des niveaux de responsabilité très importants. Nous avons beaucoup de difficultés à nous déployer comme nous voulons, mais nous sommes fortes, nous sommes plus fortes qu'on le pense. Généralement, il y a des difficultés que nous rencontrons dans notre environnement professionnel, mais il y a des femmes aussi qui ont des difficultés, même dans leur foyer, parce que souvent les hommes n'acceptent pas que les femmes aient de l'ambition. C'est pas que les hommes, parfois même la famille, on veut que la femme soit douce, elle soit docile, qu'elle n'ait pas d'ambition. Et parfois on a des commentaires, tu es très ambitieuse. N'a-t-on pas le droit d'être ambitieux? Moi je dis toujours, chacun de nous, Gaka, moi j'ai un rêve d'enfant. J'ai un rêve d'enfant, en fait, mon rêve à moi, c'est d'avoir un impact en fait sur mon entourage, un vécu, et mon vécu voudrait que je suis profondément humaine, je suis sensible à la situation des gens, donc j'ai envie de pouvoir aider mon entourage, pouvoir être utile à mon entourage. Donc je ne suis plus la même personne quand tu me retires mon rêve. Absolument. La personne qui m'aime, qui encourage ce rêve. Encourage ce rêve, est supposée être cette personne-là qui m'aide à atteindre cet objectif-là. Et ça doit être mutuel. Donc c'est souvent des difficultés, des réalités auxquelles les femmes sont confrontées. Et parfois, tu sais, Kaka, j'ai un de mes ministres qui m'a dit un jour, il dit, Rama, tu es Mère Teresa, tu es la Mère Teresa ici. Tu as toujours, tu es toujours en train de m'envoyer, tu es toujours en train de m'envoyer des gens avec des difficultés et tout ça. Je dis oui, mais je pense qu'on peut faire quelque chose pour eux. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Il dit, tu es toujours en train également de te battre pour la cause des femmes. Tu es toujours en train de... Je dis oui, monsieur le ministre. Pour moi, c'est vital en fait. Il faut, je suis profondément convaincue, Yaka, que toi, Dieu, quand on est croyant et qu'on se dit musulman, Dieu qui a créé tout cela, il est capable de te donner à toi et de me donner à moi, Rama. Donc, je suis très heureuse quand tu te réalises. Je suis très heureuse quand je participe à cela. Et je suis convaincue que chacun a son moment, en fait. Et que c'est très important. Et que le bienfait que nous faisons, on le récupère. Si ce n'est pas nous, ça sera nos enfants ou quelqu'un dans notre entourage. Voilà, c'est pour ça mais il n'est jamais perdu. Et il est allé plus loin. Il dit, mais malheureusement, le problème de vous, les femmes, c'est entre vous. Vous parlez d'égalité, vous êtes toujours en train de défendre la cause des femmes, mais malheureusement, c'est entre vous que vous faites le plus de mal. Je veux en parler pour qu'on réalise enfin que nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes plutôt des alliés. Et tout le monde a sa place pour faire évoluer la cause des femmes. Voilà. Tout le monde a sa place. Des alliés pour faire évoluer la cause des femmes. Sinon, malheureusement, Kaka, les hommes vont nous utiliser. Ils vont faire en sorte que nous, on soit occupés à nos petites mesquineries de femmes, alors qu'il y a des sujets plus importants. Nous voulons aujourd'hui que nos enfants aient un meilleur accès à des soins de santé, de qualité, à l'éducation. Nous avons des questions tellement plus importantes sur lesquelles nous pouvons mettre toute notre énergie. Voilà. Je pense que ces défis-là, ils sont réels. Il faut que nos femmes, nous acceptions de nous remettre en question. Et avant de renchérir ce que tu as dit, je voulais souligner ça encore. Tu cherches toujours à faire briller les autres. Même quand on a fait Brisons le silence, je me rappelle, tu as dit d'abord, il faut que ma ministre passe. C'est la ministre de l'autonomisation. Non, on va la prendre. Mais on a tellement souffert à l'époque, et je me souviens même, elle était occupée. Après, je dis, Rama, tu sais, c'est pas grave, on va la laisser. Tu as dit non, on va. Et un jour, tu m'appelles, tu dis, allô, venez maintenant, prends ton fond noir là, viens, on va faire sa photo. Elle va être
dans la campagne. Viens, tu t'es battue contre elle-même pour qu'elle soit dans la campagne. Oui, parce qu'elle était très occupée. Voilà, mais tu t'es battue. Je me suis dit, mais je n'ai jamais vu ça. Tu t'es battue. C'est pas toi, non. Attends, non. Tu dis non. Il faut qu'elle soit dedans. Et j'ai eu aussi à faire des vidéos pour toi. À tes différents ministères, récemment celui du travail et de la fonction publique. Et dans les interviews, je dis ok, bon, on te prend, tu dis non. Prenez celle-ci, prenez-la en interview, parce qu'il faut qu'elle parle, il faut qu'elle s'exprime. Elle aussi, elles n'ont qu'à parler. Et ça m'a marqué. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui le fait, c'est pas toutes les femmes qui le font. Et tu es toujours là. Et je suis à Alpha Omar qui dit madame dit que c'est pas elle qu'on prend, hein, qu'on doit prendre telle personne. Après je t'appelle, je dis mais Arama, tu dis oui, non, elles doivent s'exprimer, il faut aller les prendre, celles qui vont parler, je ne parle pas. Tu te mets en retrait, c'est-à-dire, et tu as toujours fait ça. Des fois même, tu m'appelles. Tu dis, Diaka, il y a telle personne, elle fait de très belles choses. Je pense que tu peux la prendre dans tes émissions, Et la plupart du temps, tu ne les connais même pas. C'est que peut-être sur les réseaux, tu as vu quelque chose. Et ça t'a marqué. Et tu dis, non, il faut promouvoir. Vraiment, tu vois, Et c'est important. Et c'est important que ce que tu dis. Parce que même les rumeurs dont nous sommes victimes, en tout cas moi, je parle de mon expérience personnelle, ça a été les femmes. Ouais. J'ai toujours été défendue par les hommes. Donc comment toi tu arrives à trouver cette balance entre la vie professionnelle et la vie familiale? Est-ce que tu es amené à faire des compromis ou des sacrifices? Alors Gaka, je t'avoue que c'est une question d'organisation et au fil du temps, on arrive à trouver son équilibre. C'est vrai qu'avec les responsabilités et la charge du travail, on est parfois amené à être très occupé, à consacrer moins de temps à sa famille. Mais je suis arrivée, j'ai la chance d'avoir mes deux parents en vie, j'ai la chance d'avoir ma mère qui m'est d'un grand soutien et d'avoir un époux qui comprend que moi, j'ai besoin surtout. C'est important. Mon époux, il comprend que je suis une femme qui est de carrière et que j'ai envie de me rendre utile. Et ça, c'est très bien. Ça aide aussi, ça aide énormément d'avoir le soutien de son conjoint. Et donc, avec mes enfants, je fais en sorte, en fait, ma règle est simple. En semaine, je consacre pleinement mon temps à mon travail. Mes week-ends, je les consacre à mes enfants. Parfois, il peut arriver que mes enfants soient au bureau avec moi. Je ne sais pas si tu es tombé déjà sur mes enfants. Oui. Hier, ils ont passé la journée avec moi. Bon, alors, ils sont en congé actuellement. Et quand ils sont en congé, bon, je suis très maman poule pour ceux qui ne le savent pas. Le peu de temps qu'ils sont au bureau, c'est vrai que je travaille, mais j'ai aussi quelques minutes que je peux leur consacrer. Et ça me plaît qu'ils voient aussi, surtout parce que j'ai beaucoup plus de filles, j'ai 3 filles comme je le dis. Et pour moi, c'est important qu'elles voient que je travaille en fait. Et hier, c'est un exemple là, mais hier quand je sortais d'une réunion, je suis rentrée dans mon bureau, ma fille qui a 9 ans, elle me dit « Maman, je suis fière de toi. Je comprends que tu travailles beaucoup. » En fait, j'ai tellement d'anecdotes comme ça. Et pour moi, c'est vraiment l'élément qui me motive le plus. À me lever tous les matins et travailler dur pour que mes enfants soient fiers de moi, pour que mes filles, elles rêvent grand. Pour qu'elles sachent que si elles se donnent les moyens, elles peuvent accéder à des responsabilités importantes. Elles peuvent contribuer vraiment au développement de notre pays. Il y a quelques jours, j'ai encore un message de ma plus grande fille qui me voyait dans une activité. Quelqu'un lui envoie une photo. Elle m'écrit un message. Elle me dit « Maman, qu'est-ce que je suis fière que tu sois ma mère. » Gaka, c'est la plus grande reconnaissance. Ouais. Pour moi, c'est plus important que tout le reste en fait. Pour inculquer ces valeurs-là à mes enfants, leur montrer que le travail est vraiment quelque chose sur lequel on doit reposer en tout cas toutes nos ambitions. C'est par le travail, la formation et l'abnégation, l'humilité aussi. Inculquer ces valeurs-là. Alors moi, je suis pas trop mondaine. Je suis pas très mondaine en réalité. Je connais beaucoup de monde. Je suis quelqu'un de très social, mais je consacre vraiment mon temps libre à ma famille, à mes enfants
et à mon époux. Pour moi, c'est très important parce que quand une femme passe à côté de l'éducation de ses enfants, pour moi, on a tout perdu. On aura beau travailler très dur, on aura beau amasser des richesses, mais si nous avons raté l'éducation de nos enfants, honnêtement, je pense qu'on a déjà tout perdu en fait. Donc, c'est cette violence que je m'impose. Mais que dirais-tu est le plus grand défi que tu dois surmonter pour pouvoir justement maintenir un certain équilibre? Parce que la vérité, Rama, tu travailles beaucoup. Samedi, tu es au bureau. Dimanche, il faut parler. En fait, ce que les gens ne font pas, ils ne communiquent pas. Moi, je parle avec mes enfants comme je parlerai avec toi. La semaine dernière, j'étais pas à Conakry, j'étais en déplacement parce que je fais une formation actuellement. Et les enfants, parfois, ils sont perturbés parce que dernièrement, j'ai eu pas mal de déplacements. Et ma fille, elle m'a dit, j'ai posé la question, j'étais avec elle en appel vidéo. J'ai dit, chérie, comment ça va à la maison? Elle dit, maman, tout va bien. C'est comme si tu étais là, mais la seule chose, c'est que tu n'es pas là. Non. Tout est comme d'habitude, mais tu n'es pas là. Et ensuite, ça c'était, je crois que c'était sa façon à elle de me dire que je lui manquais. Elle m'a dit, mais maman, je suis habituée maintenant, tu te déplaces beaucoup. Ça a été un pincement, ça m'a fait un gros pincement. Et donc, à mon retour, j'ai tenu ma fille, je dis, chérie, je t'ai expliqué à l'entame de ce projet que j'ai démarré, ce que je voulais faire. Je vous aime et moi aussi j'ai besoin de me construire, j'ai envie de cela. Vous comptez le plus pour moi. Vous êtes les personnes les plus importantes pour moi. Et donc, j'ai envie de contribuer à votre devenir demain. Et je pense que les enfants, ils l'ont intégré. Et nous sommes une équipe. Ils comprennent les besoins que j'ai d'être de plus en plus indépendante, de plus en plus d'atteindre de plus en plus mes objectifs. Ils le comprennent, ils m'accompagnent, ils me supportent. Et pour moi, c'est essentiel. Et tu sais, je peux te donner, basé sur moi, mon vécu. Moi, ma maman a travaillé toute mon enfance, toute ma jeunesse, et vraiment des postes de grande responsabilité en Guinée. Et je me souviens que ma maman était plus partie, qu'elle était là. Donc, on a grandi avec notre grand-mère maternelle, parce que c'est elle qui était là, parce que notre mère était tout le temps en mission. Et donc, je me souviens quand j'étais petite, c'est-à-dire quand elle nous manquait tellement que je partais sur son porte-manteau, je sentais ses habits, parce qu'il y avait l'odeur de son parfum sur les habits. Mais ce que ça m'a appris, mais elle a toujours été une femme indépendante, une femme qui a travaillé jusqu'à même récemment. Mais ce que ça m'a appris, c'est que l'importance, non seulement d'étudier, mais d'étudier bien, parce qu'elle est majeure de sa promotion. Là, j'ai 2 ans quand je les rencontre. Mais tu es la fille de Marie Mansour. Oh, ta maman est brillante. Oh, ta maman était la première de la classe. Ta maman était la première de la promotion. Et moi, ça me donne une certaine fierté. Ou bien quand on me dit, oh, elle a travaillé ça. Oh, c'est d'ailleurs pourquoi tu es celle que tu es aujourd'hui, Gaka. Exactement, parce que c'est elle que j'essaie d'imiter, au fait. Oui. Ou bien quand on me dit, oh, ta maman au ministère des... Parce qu'elle a travaillé toute sa 45 ans au ministère des Transports. Elle était la seule qui était experte en droit maritime à l'époque, la seule. Donc quand je vois des personnalités qui me disent, oh, j'ai travaillé avec ta maman sur un... Oh, mais elle, c'est une femme brillante, j'oublie un peu ce côté que lorsque j'étais petite fille, qu'elle n'était pas là, qu'elle était presque tout le temps partie. Et donc, aujourd'hui, je veux être comme elle. Donc tes enfants aussi tes filles essaieront d'imiter la personne que tu es en fait, aujourd'hui. J'ai le même vécu que toi, Gaka. J'ai une mère, pour moi, je ne vais pas chercher loin, c'est mon modèle. C'est cette femme que j'ai vue travailler, qui se levait très tôt pour aller à son lieu de travail, une femme acharnée et très impliquée également dans sa vie de famille. Et donc pour moi, c'est mon modèle, vraiment, je ne peux pas aller chercher plus loin. Et je le disais dernièrement à quelqu'un, quand on laisse les femmes s'épanouir, quand on laisse les femmes développer leur plein potentiel, on s'assure d'avoir des enfants très ambitieux. Parce que généralement, ce que les hommes ne savent pas, les femmes, quand une femme a un master, c'est une étude, en tout cas je l'avais lu, une étude qui a été faite aux États-Unis. Quand une femme a un master, les enfants
sont plus susceptibles d'avoir un master ou plus. Mais quand une femme n'a pas un certain bagage intellectuel, ça a souvent des répercussions négatives. Alors pour moi, la formation académique n'est pas forcément le plus important, parce que je te le disais même tout à l'heure avant qu'on démarre cette émission-là. Pour moi, il y a des femmes aussi qui sont tout aussi méritantes que nous, même plus, qui contribuent beaucoup à l'économie de notre pays. C'est ces femmes qu'on voit là quand on passe à Matoto très tôt le matin. C'est ces femmes qui sont dans l'ombre, pour moi, c'est important. Qui se lèvent à 5 heures du matin pour aller pêcher le poisson, le sécher, le vendre au marché, revenir, après préparer. Alors, moi, l'exemple, par exemple, de la petite, c'était qu'ils sont habitués, mes enfants, à faire presque tout avec moi. Et quand ils ne sont pas avec moi, il y a ce manque qui s'installe, parce que généralement, je suis honnêtement très fusionnelle avec eux. Et donc, nous sommes dans des sociétés patriarcales et comme le thème de ce podcast, les défis culturels sont énormes. Et donc, penses-tu, quelles mesures concrètes peut-on mettre en place pour encourager davantage de femmes à intégrer la fonction publique à des postes de haute responsabilité? Alors, Gaka, moi, cette question, elle me plaît bien parce que j'aime bien souvent le dire. On n'est pas... parfois, on pense qu'on peut changer les choses qu'en étant à la fonction publique. Moi, j'ai toujours, peut-être que c'est parce que je viens du secteur privé et que je viens d'une famille qui a plus évolué dans le secteur privé. C'est bien, je pense que c'est bien que les femmes accèdent à des fonctions importantes au sein de l'administration publique. Mais je pense aussi que même dans l'entrepreneuriat, même dans le secteur privé à des niveaux importants, il faut qu'on rêve grand. Il faut qu'on rêve, on rêve grand. Reviens un peu à ta question, c'était quoi? C'était quelles mesures concrètes? Alors oui, les mesures, c'était pour moi le quota. Il faut imposer des quotas. Ça va... Oui, mais il y a le quota, même l'Assemblée, il y a le quota. Oui. Même dans le gouvernement, il y a le quota. Aujourd'hui, on est à combien? C'est quoi le pourcentage des femmes dans le gouvernement? Oui, mais ça va fonctionner. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Et aussi le mentorat. Hein? Il faut que celles qui ont quand même vécu des expériences acceptent de le partager avec les autres. Hein? Il y a le problème là aussi. Voilà, il y a le mentorat et aussi développer des initiatives en faveur des femmes pour leur permettre d'être de plus en plus autonomes. Parce qu'il y a pas mal d'opportunités, mais il faut encore savoir les saisir. Avec toutes les femmes brillantes qu'il y a dans ce pays, même en dehors de ce pays des Guinéennes, à date, nous n'avons eu qu'une seule femme directrice générale d'une société minière. Ça, c'était Aïssata Avogui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on parle de quotas, quand les quotas sont là, je pense que le seul pays qui respecte même les quotas, c'est le Rwanda, hein, même à l'échelle internationale. C'est-à-dire, je pense que c'est le premier ou deuxième, mais c'est l'un des rares pays qui le respecte. Donc les femmes, on ne peut pas attendre quota. Oui, mais il faut qu'on se lève et il faut... On l'a déjà dit, Gaka, c'est la formation. C'est la formation, c'est la formation pour moi. Il n'y a pas de travail aussi, effectivement. Absolument. Donc Rama, nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs. Nous avons préenregistré 3 appels. D'accord. Et nous allons aller avec le premier appel. Salut Diaka, je m'appelle Aminata Diallo, je vous appelle de Kosa. J'ai trouvé votre podcast très intéressant. Du coup, j'ai une question pour Madame Camara. La question, elle est la suivante. En tant que mère et professionnelle, comment gérez-vous l'équilibre entre vos responsabilités professionnelles et familiales, surtout dans un rôle aussi exigeant? Bon, je pense que tu as répondu. Oui, tu as déjà répondu à cette question. C'est une question. Il y a toujours des sacrifices, il y a toujours des perdants dans le film. Nous allons lancer le deuxième appel. Bonsoir, je suis Awa Diallo, je vous appelle depuis Taouya. J'ai une question à notre très chère invitée, Madame Camara. Ma question est la suivante. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui veulent progresser dans la fonction publique
mais qui se heurtent souvent à des préjugés, à des trains culturels. C'est tout pour ma question. Merci beaucoup et bonne fin d'émission à vous. Merci. Très bonne question. Je réponds maintenant. Oui, tu réponds. On attend la troisième question. Non, tu réponds maintenant. Alors, moi je crois qu'il n'y a pas de barrière. La loi est claire. L'accès à la fonction publique, en fait, les femmes autant que les hommes ont accès. Il faut, c'est par voie de concours, il n'y a aucune discrimination. Déjà, il faut que, je l'ai dit tout de suite dans mon intervention, qu'il faut que les femmes acceptent de se former, acceptent d'être compétitives et je pense qu'elles peuvent accéder à des responsabilités. C'est vrai que parfois, ce n'est pas donné comme ça. Il faut prouver qu'on est compétente, il faut s'imposer par son travail. Pour moi, c'est la seule voie pour réussir et s'imposer par son travail. Absolument. Donc même moi, je peux aller faire concours pour entrer dans la fonction publique. Oui. Tu es guinéenne. Ah bon, hein? Tu en as les droits. Est-ce que je ne vais pas aller faire concours? Nous allons lancer le troisième appel. Moi, c'est Mohamed Chérif, depuis El Makonan. J'écoute vraiment votre émission et ça me plaît beaucoup. J'avais une question à vous poser, madame. Avez-vous rencontré des mentors ou des modèles de réussite féminine dans votre carrière? Et quel impact ont-ils joué sur vous? Selon vous, quel rôle le mentorat pourrait-il jouer dans l'avancement des femmes? C'était ma question, madame. Je vous le remercie. Question. Bon, on sait déjà que ta maman est un de tes mentors et rôle modèle. Quelqu'un d'autre? En toute honnêteté, je n'ai pas vraiment eu de mentor féminin. C'est vrai qu'il y a des femmes que pour moi ce sont des modèles qui pour moi sont très inspirantes de par leur parcours et leur savoir-faire et ce qu'elles ont su réaliser. Elles sont nombreuses, mais la personne qui m'a le plus inculqué le travail, l'abnégation, c'est ma mère. Et elle reste pour moi un modèle. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi importantes. Je ne voudrais pas citer des noms ici. Et je côtoie tous les jours des femmes compétentes. Et je suis convaincue qu'à Guinée, nous avons des femmes compétentes. Yes. Faut-il encore qu'on leur donne la possibilité de se déployer au regard de tout ce qu'elles ont comme aptitude. Mais il y a des femmes compétentes. Le mentorat, pour moi, est important. Parce que ça permet aussi, à travers le mentorat, on pourrait amener à former de plus en plus de jeunes et les préparer aux défis auxquels ils peuvent être confrontés plus tard. Je pense que le mentorat est un très bon moyen plutôt de contribuer à l'épanouissement et à l'autonomisation des femmes. Absolument, je pense que tu as dit tout ce qu'il y avait à dire et c'est bien de voir des exemples comme toi dans le domaine de l'administration publique, surtout à un poste de haute responsabilité. Et donc, avant de conclure, as-tu un message particulier pour toutes ces jeunes filles qui nous écoutent, ainsi aussi qu'aux hommes qui peuvent jouer un rôle de soutien essentiel dans la promotion, qui doivent même jouer un rôle de soutien essentiel dans la promotion de l'égalité des genres? Yaka, aux jeunes filles, je dirais, commencez par vous former. Croyez en vous. Croyez surtout en vous. Fixez-vous des objectifs. Ne vous laissez pas distraire. On vous dira que vous n'êtes pas à mesure d'y arriver, mais ce n'est pas vrai. Il faut se donner les moyens. Cela passe par la formation. Et comme on le dit, il n'y a pas de saut métier. Chacun est libre de suivre la voie dans laquelle il se sent le plus à l'aise. Mais il faut faire en sorte d'être autonome. C'est très important pour une femme. J'aime bien le célèbre adage du président Sékou Touré quand il disait que le premier mari d'une femme, c'est son travail. C'est très important pour une femme d'être éduquée, d'être autonome et d'avoir un moyen de subsistance. Donc, mettez-vous au travail, croyez en vous et donnez-vous les moyens. Alors, pour ceux qui sont des hommes, on ne peut pas vivre sans eux. Ce sont nos partenaires de vie. Et donc, leur soutien est très précieux pour nous. Nous voulons qu'ils comprennent, je lance un appel aux hommes afin qu'ils comprennent que les femmes, qu'ils nous appuient, qu'ils nous soutiennent, qu'ils acceptent de porter ce combat-là, d'aider la femme guinéenne
à développer son plein potentiel et à les accompagner pour le développement de notre pays, parce que ce sont les femmes et les hommes de la Guinée qui peuvent contribuer à ce développement-là. Pas que les hommes, on ne peut pas leur laisser porter ce fardeau-là. Et c'est important aussi de rappeler aux hommes que lorsqu'ils soutiennent la femme guinéenne, ils soutiennent leur mère, ils soutiennent leur sœur, ils soutiennent leur fille. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Oui, c'est très important. En tout cas, merci Ramatoulaye pour ta générosité et ton engagement. Et parce que moi, je peux témoigner de ton engagement basé sur l'expérience personnelle que nous avons eu à partager. Et merci d'avoir partagé aussi ton parcours, tes défis, mais aussi tes succès, parce que c'est important de ressortir aussi les succès. C'est comme ça que nous pourrons motiver d'autres à suivre dans tes pas. Ton expérience nous rappelle que même dans les environnements où les stéréotypes sont profondément enracinés, il est possible de créer un changement et d'ouvrir les portes pour les générations futures. À notre audience, merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de On se dit tout. Que les paroles et les conseils de Ramatoulaye nous inspirent tous à remettre en question les idées reçues, à promouvoir l'équité et à célébrer les compétences des femmes. Restez connectés pour d'autres épisodes inspirants où nous continuerons à explorer des thèmes porteurs de progrès pour notre société. À très bientôt.